Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la polémique de l'efficacité de la self-défense. Est-elle efficace? Est-ce qu'on peut l'opposer au sport de combat? Certains aiment diviser et on a réussi à faire une synthèse d'une belle vidéo qui a été réalisée par la chaîne La Sueur, que je salue, où Fernand Lopez, un coach mondialement connu, une pointure, puisqu'il a formé il forme encore de nombreux combattants d'MMA. Et il a sa façon de concevoir la self. Et vous allez voir, c'est très intéressant. Et je pense que ça peut vous aider peut-être à y voir plus clair dans ce domaine qui est vaste. Je vous laisse regarder la vidéo et on se rejoint juste après. Des gens se posent des questions. Il y a on a pas mal de doutes sur finalement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. C'est quoi la self-défense? C'est quoi le Penchasilat? C'est quoi le Krav Maga? C'est quoi, enfin, pourquoi le faire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est efficace? Efficace par rapport à quoi? Par rapport à la survie dans la rue? Si je pose la question à quelqu'un, est-ce que vous pensez vraiment que le MMA, par exemple, est un sport efficace pour la survie dans la rue? Ils vont vous dire oui, ça pourrait servir. Mais si je leur pose la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Kali? Vous savez, c'est quoi le Kali? Est-ce que vous pensez que le Kali serait moins efficace que le MMA dans la rue? Bah, c'est un sport où on utilise des sticks, des bâtons. C'est un sport où on utilise des couteaux. Donc, on est capable, on sait comment couper, comment se protéger des couteaux. Je pense que ce sport-là serait plus utile si on était dans une situation de la rue. Donc, efficace, c'est toujours efficace par rapport à quoi? Moi, je suis un papa de 2 enfants. J'ai 2 filles. Si je devais protéger mes filles, ce que je fais et les conseils que je donne à mes filles, ce sont des conseils de self-défense, pas des conseils de MMA. J'aimerais, avec le temps, quand elles seront grandes, pouvoir impliquer le MMA dans la liste des sports qu'elles font. Plein de sports, mais pas encore le MMA. Mais j'aimerais à long terme leur apprendre du MMA. Cependant, pour la défense, ce que j'aimerais apprendre à mes filles, c'est d'abord la self-défense. Son nom est clair, la self-défense. L'idée, c'est quoi? Ce n'est pas de dire à quelqu'un qui arrive, de dire, comme on caricature, je fais référence à un débat qui avait eu lieu sur, à l'époque, la chaîne SFR, Exactement. Sport 5, SFR qui est Sport entre 5. la journaliste, il y avait la journaliste du Cyberstop qui avait invité sur le plateau de télévision Frank Ropers, et puis Gilles Arsène et Cyril Diabaté. Ouais. Et donc, du coup, le débat était celui-là de dire, est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pas efficace? À un moment donné, on se trouve confronté à la situation où on dit, moi, je préfère un sport où on ne ment pas aux gens. Et encore une fois de plus, on va dans quelque chose qui est caricatural. Le MMA, il y a des gens qui mentent à d'autres personnes. En MMA, il y a des faux professeurs de MMA. Il y a des personnes qui sont des usurpateurs, qui arrivent et ne sont pas des vrais profs de MMA. De la même manière, il y a des personnes Et la même qui chose, oui, de l'autre côté aussi. de l'autre côté sur la self-défense et qui vont avoir une posture de mythomane sur ça. Mais généraliser, c'est quelque chose de très grave. Vous êtes peut-être au courant de ce phénomène qui a eu à un moment donné. Par exemple, une jeune fille qui était sur le téléphone, qui était concentrée à envoyer un texto et qui se prenait une manchette par un mec qui passait et ses potes filmaient et ils rigolaient. De l'autre côté, vous avez un mec qui se prenait un coup de pied dans la tête alors qu'il n'était même pas, il savait pas de quoi il était, il regardait même pas de ce côté-là et il tombait par terre, laissé pour mort. Les caméras filmaient et le groupe partait en rigolant. Ce type d'agression arrive parce qu'il n'y a pas eu le b.a.-ba de la self-défense. La self-défense ne commence pas avec une technique pour se défendre. La self-défense commence déjà avec le fait d'être au courant de l'environnement qui nous entoure, d'être au courant de la dangerosité de l'environnement qui nous entoure. Le seul fait de savoir que mon prof de self-défense m'explique que si je marche dans la rue, si je vais ouvrir ma voiture, que je regarde à gauche, à droite, pour éviter un carjacking. L'agresseur qui voit un jeune homme ou une jeune fille qu'il a vu de loin
comprends que l'agression va être compliquée parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Alors que si tu es naïf et que tu as des écouteurs, tu n'entends pas de bruit, tu n'entends pas les pas de ton agresseur qui arrive, tu as les yeux rivés sur le téléphone, tu vas mettre la main sur ta voiture, mais c'est facile pour lui d'arriver en surprise et te mettre un coup qui va te sonner et qui va surprendre n'importe qui, y compris des personnes qui font le MMA. Donc, c'est de ça que je parle, c'est que j'ai un ami qui a des filles, c'est un professeur de Krav Maga, pour ne pas citer le nom, c'est Arnaud de Fussac, qui me dit une fois, mets la main sur le cou de ma fille, tu vas voir. Et effectivement, je mets la main sur le cou de sa fille et je me prends un coup de pied dans le tibia, un coup de pied dans les parties et elle part en courant. Ouais. Très sincèrement, on en rigole parce qu'on s'est dit, en situation de combat de MMA, dans un octogone, cette petite fille ne peut pas combattre, mais c'est tellement ridicule d'aller comparer cette situation de vie, de survie à une situation de MMA. Ce qui vient de se passer, c'est que cette petite fille vient de montrer qu'elle pourrait se débrouiller si elle était enlevée, d'aller où il y a de la population, de se déplacer de 10 mètres pour aller trouver du monde qui vont l'aider à éviter un enlèvement. C'est aussi simple que ça se joue à 2 secondes. De dire que moi, je suis convaincu que je suis grand, je suis costaud, je vais enlever une petite fille. Je prends un coup de pied dans le tibia. Je me baisse parce que j'ai mal. Enfin, c'est la notion de douleur. C'est une surprise. Pendant ce temps, je lâche la petite fille, puisque je la tenais par l'épaule, je la lâche pour... aïe! Bah, elle s'en va. Et ce petit temps d'avance, ça peut sauver une vie. Ça peut permettre à cette petite fille d'aller s'exposer. Et on est encore en train de comparer la self-défense à ce qui se passe dans la situation de démonstration, dans la salle de combat, avec ce qui se passe dans l'octogone. Mais ça n'a rien à voir. Oui, donc finalement, pour toi, il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est Mais il n'y a pas complémentaire. du tout. C'est 2 choses complètement différentes. Cyril Diabaté, par exemple, qui était sur le plateau, va demander à la self-défense, au lieu de nous faire des démos, il faut que vous alliez vous mesurer et qu'on voit si c'est mesurable ce que vous faites comme effet. Sauf que dans la situation réelle de la self-défense, le corps réagit différemment. À chaque fois que je suis agressé, mon corps ne peut pas réagir comme je suis en compétition. Déjà, quand je vais en compétition, le fait qu'il y ait cette situation où je vais en arriver aux mains, où je vais devoir dominer ou être dominé de la manière physique, j'ai des phénomènes physiologiques qui se passent sur mon corps. Ces phénomènes sont décuplés quand on est dans une situation avec autant d'incertitudes. Il n'y a pas un arbitre pour arrêter le combat. Je ne sais pas si le mec qui se trouve dans mon salon a un couteau, un pistolet, je ne sais rien. Ce qui se passe, c'est que ton système nerveux neurovégétatif prend les choses en main et te met en panique et va installer ce qu'on appelle le chaos cardiaque dans ton cœur. Il va dilater ta pupille pour développer ce qu'on appelle l'acuité visuelle. Il va faire une décharge d'adrénaline dans ta colonne vertébrale et de noradrénaline pour que tu aies toutes ces hormones qui te permettent de te défendre. Okay, c'est les vestiges en fait de l'humanité. Il va multiplier ce qu'on appelle la diastole et la systole, les battements du cœur, qui vont faire que ton cœur pompe un peu plus de sang pour que tu aies beaucoup plus d'oxygène qui arrive, pour que tu puisses respirer un peu plus. Donc, élévation de la fréquence cardiaque, élévation de l'amplitude respiratoire et tout ce qui va avec. Ça, c'est ce qu'on appelle le système nerveux neurovégétatif, dont la partie qui est sympathique qui va se mettre en route pour faire tout ça. Du coup, tu es dans un état de stress qui n'a rien à voir avec la situation où tu vas en compétition et on te dit tu vas combattre pour 3 rounds de combat. Donc, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que si vous voulez quantifier les sports, allez mesurer de discipline à discipline. Ça veut dire que si tu veux voir si le Krav Maga est efficace, va faire un combat de Krav Maga où on a le droit de te mettre des coups de coude dans la colonne vertébrale, où on a le droit de te mettre des coups de pied dans les parties, où on a le droit de te mettre les doigts dans les yeux, où on peut tirer tes cheveux, parce que ce truc-là change tout. Tu sais que si tu as un head movement, le mouvement de tête pour esquiver les jabs, si je te tiens les cheveux, tu n'esquives aucun jab, quoi. Enfin, tu es là, ma merci. OK? Donc sauf si le mec est comme nous. Hein, où là, voilà, si tu es chauve comme moi
effectivement, il n'y a pas de souci. Mais si tu as des cheveux, ça devient un peu plus compliqué. Je tiens tes vêtements. Tu ne peux pas tenir les vêtements en MMA. Sauf qu'en situation de combat dans la rue, je te tiens les vêtements, tu ne peux plus bouger. Je te tiens d'une main et de l'autre main, je peux te frapper. N'importe qui devient, les armes changent, les règles changent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un combattant de MMA dans le monde qui puisse avoir une espérance de vie de plus de 2 minutes avec un expert de Kali avec couteau sur la planète. Il n'y a aucune chance que ça arrive. Il y a pas, le mec de Kali, il a été formé pour enlever des vies. Son rôle, c'est que je prends le couteau, je vais en V d'un côté de la tête pour couper la carotide. Je repars de l'autre côté, je coupe la carotide. Je redescends au niveau du corps, j'ouvre les intestins. J'ouvre le ventre pour que tes intestins se déversent. Je le passe de l'autre côté. Ensuite, je vais sous ta cuisse pour aller couper la grosse veine, la grosse artère. Je passe de l'autre côté de la cuisse et je remonte. En 6 coups de couteau, j'ai enlevé la vie, c'est fini. Ensuite, je termine avec, quand j'ai terminé dessus, je pique dans le cœur. Ça, c'est la première règle du Kali. C'est d'une efficacité légendaire. Comment veux-tu qu'un mec à qui on a appris de faire des jabs, de faire de la guillotine, de faire le triangle, aille survivre dans ce monde? C'est impossible. Quand tu as un mec comme Pasturel, qui est l'un des plus grands champions de boxe française qu'on a eu ici en France, aujourd'hui, je crois qu'il a 68 piges et tout. Mais va pas t'amuser avec lui. Ce mec-là, il a fait de la boxe française. Il a été 6 fois champion de France en boxe française, champion d'Europe en boxe française. Ce mec-là, aujourd'hui, il est un expert sur le couteau, expert sur la self-défense. Mais dis-moi un truc. Est-ce que tu penses que ce monsieur, avec son âge, ses cheveux blancs, il se déplace dans la rue, il va prendre un Uber, il se fait agresser par son chauffeur d'Uber. Dis-moi, est-ce qu'il aura plus de chances de survivre que moi, Fernand Lopez, du haut de mes 40 piges, qui va arrêter avec ses oreilles en chou-fleur, qui téléphone à tout le monde, je suis costaud, je suis solide, méfiez-vous. Donc, mon agresseur, qui est le chauffeur de Uber, va se préparer dans toutes les situations pour justement me mettre hors d'état de nuire, alors que lui, dans sa situation de surprise, avec son expertise sur les sticks, sur le couteau, va pouvoir se défendre. C'est du bon sens. J'entends certains dire, c'est honteux d'enseigner à des personnes qui n'ont pas de conditions physiques. C'est horrible d'entendre ça. Entendre ça d'une personne veut dire que la personne n'a pas compris ce qu'on appelle APS, activité physique et sportive. Le but d'une APS, c'est simplement de mettre en activité le métabolisme et qu'on puisse faire du sport, quel que soit ce qu'on fait. Quand je marche, je fais une activité sportive, la marche. Alors, je ne te parle pas si je suis en train de parler, faire de la self-défense et juste je fais ça. Mais c'est du sport, ça. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous des champions du monde. Nous ne sommes pas tous des Ousmane Camaro. Moins de 10% des pratiquants de MMA font de la compétition. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, quand j'entends parler des mecs dire « Mais non, ils entraînent des personnes qui ne peuvent même pas faire 10 pompes et ils leur font croire qu'ils vont… » Non, mais non. On ne peut pas m'accuser, moi, Fernand Lopez, parce que je reçois des personnes qui peuvent faire du MMA adapté. On ne peut pas m'accuser de leur vendre du rêve et de leur dire qu'elles vont aller se battre dans la rue et gagner des combats ou se défendre dans la rue. Voilà. Ce n'est pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est que sur la base des compétences que l'État français m'a donné de pouvoir comprendre les différents profils, quand on étudie, c'est à ça que c'est les diplômes d'ailleurs, c'est qu'on étudie les profils psychologiques. On étudie les besoins et les adaptations biomécaniques en fonction des tranches d'âge et des publics. Quand je parle quand j'ai un public de 3e âge, je sais que cette personne peut être assujettie à des problèmes de maladies cardiovasculaires. Elle peut avoir de l'ostéoporose. Je vais donner des exercices qui ne vont pas mettre en danger ces 2 secteurs dont je viens de parler. Je ne vais pas toucher l'appareil locomoteur passif. Je ne vais pas monter dans les hautes intensités sur ce qui est de l'adaptation cardiovasculaire.
Ces personnes-là, quand elles vont me parler, elles vont me dire, ah, il fait beau aujourd'hui. Je vais répondre à la question en répondant, oui, il fait beau ou il ne fait pas beau. Parce que ce sont des personnes du troisième âge qui sont retraitées et qui ont besoin de socialiser. Quand je vais parler à un petit jeune qui a plus besoin de jeu, je vais lui mettre des situations ludiques. Et quand je vais parler à un ado qui est à la force de l'âge et qui a l'âge d'or de la vitesse, l'âge d'or de la force, je vais lui développer la force, je vais lui faire du perfectionnement technique. C'est parce qu'on comprend tout ça qu'on peut avoir tous les publics dans les salles de sport. On n'a pas à choisir les publics et sélectionner un public qui est vaillant, qui est capable de faire de la compétition. On doit choisir un public, on doit prendre tous les publics et adapter notre pédagogie au public. Ce n'est pas l'élève qui suit le morphotype du maître, c'est le maître qui s'adapte et apprend à l'élève ce qu'il doit avoir. Le penchant silat, j'ai essayé. Le Krav Maga, j'ai pratiqué. J'ai du Krav Maga dans ma salle de sport. J'ai pratiqué du Krav Maga. J'ai été initié au Krav Maga par beaucoup d'amis. Le président du MMA Factory, Benjamin Sarfati, il est le directeur technique de la Fédération européenne de Krav Maga. Et puis, c'est l'un des meilleurs coachs de MMA que je connaisse en France. Avec la ceinture du Bama de Damien Lalpulus, on la doit à Benjamin Sarfati. La ceinture de Karl Amoussouke Joyer, c'est Benjamin Sarfati qui allait l'accompagner. La ceinture de Anthony Dizzy en Angleterre, c'est Benjamin Sarfati. La ceinture de Thibaut Gouti en Angleterre. Enfin, comme on dit, il a été surnommé The Belt Hunter. Parce qu'il a ramassé, il a fait une moisson de ceintures incroyable en Europe, alors que ce mec, il a un profil de combattant de MMA, d'entraîneur de MMA, un profil d'entraîneur d'expert en Krav Maga, donc self-défense, et on est capable de cohabiter ensemble. Donc, c'était important pour moi, en tout cas, de donner mon point de vue dessus en disant que il n'y a pas du tout de comparaison à faire sur les deux sports. Ou alors, on va dire ceci, il n'y a pas à personnaliser les débats. Si vous avez rencontré quelqu'un qui faisait de la self-défense et qui a menti en disant « je vais vous apprendre à vous défendre et à être quelqu'un qui peut désarmer quelqu'un à main nue », allez vous en prendre à lui, mais ne vous en prenez pas à la self-défense. Parce que c'est de la même manière que vous viendrez vous en prendre à moi parce que vous avez rencontré un professeur de MMA qui a dit à un élève qui vient de s'inscrire, dans une semaine, je peux te faire combattre au Cage Warrior. Il y a des professeurs de MMA qui sont capables de mentir comme ça. Donc, des mythomanes, il existe partout. Des mauvais professeurs existent partout. Ce que j'évite juste, c'est qu'on fasse un mélange et qu'on mette tout le monde dans le même panier. Avoir une attitude pour défléter, dévier une agression, c'est de la self-défense. Le langage corporel, quand je suis face à toi et que je te parle, toi, Guillaume, et qu'on commence à avoir une discussion où le ton, une dispute où le ton monte, si je lève mon menton, si je serre mes poings, tu comprends qu'on est en situation de conflit. Je ne vais faire qu'élever le niveau de conflit. Si je te parle de manière posée, si je monte mes mains en disant, attention, je ne veux pas me battre avec toi et que je fais un pas en arrière, c'est un signe qui montre que mon langage corporel montre que je désamorce la guerre. Ça, c'est de la self-défense. Ça, c'est le début de la self-défense, de dire, attention, tu vois, l'agresseur a toujours besoin de légitimer son attaque. L'agresseur a besoin de sentir que tu lui donnes la raison d'attaquer. Tant que tu ne lui donnes pas cette occasion d'attaquer, tu es en self-défense. C'est ces méthodes-là qu'on apprend aux gens. Comment éviter à se faire attaquer. Si tu n'as pas encore compris ça, c'est très compliqué pour toi d'aller loin dans le game dessus. C'est très compliqué de penser que parce que tu maîtrises des techniques de MMA, tu pourrais te défendre en self-défense. Alors j'espère que cette petite synthèse vous a plu. Beaucoup de choses sont dites, elles sont très bien dites. On voit la pédagogie, la clarté d'esprit de Fernand Lopez. On voit que c'est une pointure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit pas mal de choses que j'ai déjà évoquées, que d'autres experts ont évoquées en self-défense et arts martiaux.
il dit effectivement qu'il conseillerait à ses filles de pratiquer la self-défense, que même un champion de MMA reconnu, une star, un poids lourd, peut être en difficulté lors d'une agression parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Et que lui n'a pas une vision tranchée, mais plutôt une vision globale. Qu'est-ce que l'efficacité? Qu'est-ce qu'on recherche vraiment? Donc l'intérêt, c'est de voir qu'on ne progressera pas tous ensemble et on n'aura pas forcément la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en self-défense, en divisant les disciplines. L'intérêt, c'est de pratiquer quelque chose qui nous convient, quelque chose que l'on sent bien, et puis le jour J, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a en fait acquis au cours des années d'entraînement. Mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de technique magique, il y a du travail et surtout, encore une fois, c'est là que ça va se passer. Il va falloir passer en mode reptilien encore une fois, et on est très loin du dojo, effectivement. On est très loin de la self-défense de salon, comme certains disent, mais toujours est-il que ce n'est pas en critiquant, ce n'est pas en disant que son sport est mieux que telle discipline ou autre, c'est simplement en s'entraînant dur tous les jours et en essayant de donner le meilleur de soi-même pour une éventuelle agression. Encore une fois, on ne se fait pas agresser tous les jours. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, de liker, de partager. Merci à la chaîne La Sueur de cette interview. Merci à Fernand Lopez de sa clarté d'esprit et sa grande pédagogie. Et puis tous ensemble, nous devons avancer encore une fois pour s'améliorer au quotidien, mais surtout pas en critiquant les autres, parce que ça ne nous fera pas avancer et on n'aura pas forcément la vérité parce qu'elle n'existe pas. Ciao à tous!